À mi-chemin de la campagne électorale de l'élection présidentielle du 26 février 2012, c'est avec un grand plaisir que je rencontre la presse nationale et internationale pour faire le point avec vous du volet sécuritaire de cette campagne et répondre à vos questions. Permettez-moi tout d'abord de tracer le cadre de nos échanges, de les placer dans le contexte et en évoquant notamment des faits et événements récents au cours desquels le volet sécuritaire a été au centre des préoccupations des différents acteurs, afin de vous indiquer aussi un certain nombre de dispositions qui ont été prises pour mieux cerner tous les aspects sécuritaires. D'abord, le cadre. Est-il besoin de rappeler que le Sénégal est une démocratie majeure où nous vivons le régime de liberté garanti par la Constitution, notamment en son article 8, qui consacre à lui seul pas moins de 19 droits et libertés, dont la liberté de manifestation, bien entendu, mais bien d'autres libertés nouvelles qui sont même inconnues dans de vieilles démocraties, qui sont même inconnues dans des pays développés. L'exercice de ces libertés se fait sous le régime de la déclaration préalable et non de l'autorisation préalable, conformément aux dispositions des lois 74-13 du 24 juin 1974 et 78-02 du 29 janvier 1978 régissant les manifestations, réunions et rassemblements sur la voie publique. Les Sénégalais, du reste, usent très amplement de ce droit, comme le montrent à suffisance les statistiques de l'année 2011, au cours de laquelle 3295 manifestations ont été déclarées et 3050 manifestations et rassemblements sur la voie publique ont été permises, encadrées pacifiquement par les forces de sécurité. Et seules donc 245 manifestations, soit moins de 5% de ces manifestations, ont été interdites pour des motifs bien précis. En période électorale, le régime est encore plus généreux, car les dispositions des lois précitées font l'objet d'une dérogation prévue à l'article L61 du Code électoral, avec une réduction du délai de déclaration pour des activités de propagande électorale menées exclusivement par les candidats. Toutefois, ce sont les mêmes textes de loi qui aménagent pour l'autorité administrative responsable de l'ordre public la possibilité de restreindre cette liberté par voie réglementaire toutes les fois qu'il existe des menaces sérieuses de troubles à l'ordre public. Mieux, la Constitution elle-même prévoit cet encadrement, notamment en son article 10, qui stipule, je cite, « Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice de ces droits ne porte pas atteinte à l'honneur et à la considération d'autrui, ni à l'ordre public. » Comme vous le voyez donc, aucune liberté n'est absolue. Aucune dérogation également ne saurait l'être. Les dispositions
constitutionnelle, législative et réglementaire que je viens de vous indiquer montre bien que même en période de campagne électorale et surtout en cette période, l'autorité administrative doit continuer à encadrer et à contrôler l'exercice des libertés et la sauvegarde de l'ordre public. Surtout quand le pays a connu des périodes de tension comme celle du 23 juin, des 27 et 31 janvier 2012, journées pendant lesquelles les manifestations n'étaient pas interdites, et pourtant, journées où nous avons enregistré des blessés, des morts et de nombreuses dégradations de biens publics et de biens privés, des violences de toutes sortes, utilisation d'engins explosifs, d'armes, incendies d'autobus, et j'en passe. C'est du reste cet état de fait qui nous avait amené à prendre, aussitôt après les événements du 23 juin, l'arrêté 75-80 interdisant les manifestations politiques dans l'espace compris entre le Cap Manuel et l'avenue Malick Sy, espace dans lequel se trouve l'essentiel des institutions de la République, des ambassades et des établissements bancaires. Nonobstant cet arrêté, qui a désormais force obligatoire et exécutoire, même pour l'autorité administrative qui est obligée de s'y référer, une certaine tolérance a été observée pour les candidats qui ont pu faire, comme chacun a pu le constater, des processions et visites de proximité au marché Sandaga, au marché Kermel et même jusqu'à la place de l'Indépendance sans aucune entrave. Mais lorsque, par divers canaux, on apprend que des manifestations sont programmées avec un tout autre objectif que la campagne électorale, opération Fanan à la place de l'Obélisque, assaut final, Tahrir à la place de l'Indépendance. Vous avez tous entendu parler de ça, vous l'avez tous vu, vous l'avez lu dans les sites internet et par tous les moyens d'information qui existent dans ce pays. Vous avez donc vu ces mots d'ordre qui étaient lancés et dont l'objectif final était d'aller au palais déloger l'occupant actuel. Alors, à partir de ce moment-là, intervenir devient même un devoir pour l'autorité administrative afin de prévenir les dérapages inhérents à ces initiatives. Et ce n'est pas parce que il y a eu une couverture de ces délits de vagabondage a posteriori par des candidats qu'on peut leur donner l'onction de réunion électorale, alors que les manifestations étaient annoncées et portées initialement par des mouvements comme Y'en a marre ou des personnalités comme Alioune Tine et Amath Dansokho qui, que je sache, ne sont ni candidats ni mandataires de candidats. Maintenant, quelles sont les dispositions que nous avons eu à prendre pendant toute cette période de façon générale pour mieux assurer le volet sécuritaire? Comme beaucoup d'observateurs ont pu le constater, les forces de sécurité ont été, même avant le début de la campagne électorale, dans une option de protection des personnes et des biens, et même lorsqu'elles ont été provoquées, elles ont gardé une posture défensive, faisant preuve en toutes circonstances de grande sérénité et d'un grand professionnalisme, salué même par des responsables de l'opposition, ce qui a bien entendu déçu ceux qui attendaient leur mort à la suite d'interventions des forces de l'ordre. Alors je voudrais, pour terminer ce propos liminaire,
rassurer donc les populations sénégalaises, mais aussi mettre en garde tous les fauteurs de troubles potentiels. Nous sommes à pied d'œuvre et en état d'alerte permanente afin que force reste à la loi, que l'ordre public soit préservé, que les libertés s'exercent dans le cadre des lois et règlements, afin que nous allions au scrutin du 26 février 2012 dans un climat apaisé, propice à l'expression libre du suffrage. Voilà, mesdames et messieurs, donc les propos que je voulais vous soumettre à l'oreille de cette rencontre. Je vous remercie de votre attention et suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vais commencer donc par Stéphane Barbier, AFP. J'ai rappelé tout à l'heure, au début de mon propos, qu'au Sénégal, nous sommes dans un régime de liberté. C'est-à-dire, le principe est que la liberté de réunion, de manifestation et de rassemblement sur la voie publique est garantie par la Constitution et par les lois et règlements. Mais cette liberté s'exerce également dans un cadre bien précis. Autant nous ne sommes plus dans le régime de l'autorisation préalable, autant nous sommes dans le régime de la déclaration préalable. C'est-à-dire qu'il y a un minimum. On ne peut pas se lever un beau matin et annoncer qu'on va tenir une réunion sur la voie publique ou un rassemblement sans saisir l'autorité administrative chargée donc de veiller à l'ordre public et à la sécurité publique. La manifestation de Y en a marre sur la place de l'Obélisque, d'une part, n'a pas fait l'objet de déclaration de ce mouvement auprès de l'autorité administrative, et deuxièmement, le contenu même de cette manifestation était manifestement séditieux. Vous avez bien entendu tous les responsables de ce mouvement dire que c'est une opération fanale, c'est-à-dire qu'ils vont occuper les lieux pendant une période indéterminée avec leur sac de couchage, avec leur natte, avec enfin tout ce qu'ils souhaitent, alors qu'il est clair que bon, cette place n'est pas faite pour ça. Elle n'a aucune commodité, elle n'a aucun équipement pour ce genre d'activité ou ce genre donc de rassemblement. En réalité, il ne s'agissait ni plus ni moins qu'un délit de vagabondage, tout simplement, pour occuper cette place et créer un fait accompli. Et ce qui est le plus déterminant, c'est qu'il n'y a pas eu de déclaration et nous allions vers des dérapages incontrôlables. C'est ce qui a amené l'autorité administrative donc à interdire cette manifestation. Même lorsque, a posteriori, comme je l'ai dit, il y a eu une tentative de couverture de ce délit de vagabondage par un candidat ou une autre organisation pour essayer donc de lui donner l'onction d'une réunion électorale. Monsieur Sébastien Babacan d'AITV, je vous remercie de votre question. Vous avez dit que la Sénat m'a saisi ou bien m'aurait désavoué ou donné raison à Ibrahima Fall. Ben, moi, je vais tout simplement vous prouver le contraire, puisque au même moment où j'adressais donc les correspondances à Ahmad Dansokho et à Luntine, j'ai fait ampliation, j'ai saisi également le président de la Sénat, qui m'a répondu. Voilà sa lettre, que je vous lis. Monsieur le ministre d'État, j'accuse réception de votre lettre
ci-dessus référenciée, par laquelle, tirant argument, d'une part, fort justement, de l'absence de qualité de M. Ahmad Dansokho et de Alioune Tine, de vous notifier une déclaration de manifestation dans le cadre de la présente campagne électorale, faute par eux d'être candidats à l'élection présidentielle, et ce, en vous appuyant sur les dispositions combinées de l'article 61 du Code électoral et de l'article 6 de la loi 7802 du 29 janvier 1978 relative aux réunions, et d'autre part, et de façon même surabondante, de l'expiration du délai pour intenter un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté 75-80 MINT SP du 20 juillet 2011, vous avez opposé une fin de non-recevoir à l'organisation de processions sur la voie publique avec comme point d'arrivée et de dislocation la place de l'Indépendance. La Sénat prend acte de votre décision et vous remercie de la diligence avec laquelle vous l'en avez tenu informé. Voilà la réponse que j'ai reçue du président de la Sénat. Vous veuillez agréer, Monsieur le ministre d'État, l'expression de mes sentiments attentifs. Vous voyez donc que le président de la Sénat, en tant que juriste éminent, a parfaitement compris que ces décisions ont été prises dans le cadre de dispositions légales et de prérogatives que l'autorité responsable de l'ordre public a. Voilà, je vous remercie donc de votre question et je passe maintenant à la RTS. Donc, s'agissant des violences pendant la période de campagne électorale. Vous savez, dans toutes les campagnes électorales du monde, dans tous les pays du monde, je ne vois pas aucun seul pays, vous ne pouvez pas me citer d'ailleurs un seul pays du monde, soit les États-Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, ou n'importe quel autre pays, où une campagne électorale se déroule du début à la fin sans qu'il y ait de dérapage ou de violence. Il y en a toujours. Ce qui est important, c'est de contenir ces dérapages et ces violences au strict minimum, pour éviter que ça prenne des proportions inquiétantes, que ça devienne une guerre civile ou bien une vendetta. Et Dieu merci, ce n'est pas le cas. Au Sénégal, jusqu'ici, nous avons pu contenir les dérapages et les violences et nous profitons de cette occasion, encore une fois, pour lancer un appel à nos compatriotes, mais aussi aux leaders politiques et à tous les acteurs, bien entendu aussi aux leaders religieux, qui sont des leaders d'opinion importants dans notre pays, pour que la sérénité continue de prévaloir, pour que tout le monde puisse garder son calme, retenir ses nerfs et qu'on puisse arriver au bout de la campagne électorale sans violence. Vous avez cité deux candidats qui ont été victimes de violence, le candidat Abdoulaye Wade et aussi le candidat Ousmane Tanor Dieng. Nous le regrettons. Nous pensons qu'encore une fois, ce sont des candidats et des hommes d'État qui ne sont pas des novices dans la politique et qui ont rendu des services éminents à notre pays et qui devraient donc retenir leurs troupes pour éviter ce genre de dérapage. S'agissant maintenant de la prolifération des armes. Ça, si vous suivez un peu l'actualité, vous verrez que c'est un problème qui se pose au niveau de toute l'Afrique de l'Ouest, qui se pose au niveau même de l'Afrique en général, du fait des pays qui ont connu une déstabilisation ou des guerres civiles, où il y a une introduction massive d'armes, et du fait de la porosité également de nos frontières, ces armes circulent. Avec ce qui s'est passé récemment en Libye, par exemple,
Mais tout le monde sait qu'il y a eu beaucoup d'armes qui sont allées dans des pays voisins comme le Niger, mais aussi comme le Mali, et pourquoi pas jusqu'au Sénégal. Cela peut parfaitement se comprendre. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est qu'un dispositif de contrôle de ces armes soit mis en place. Non seulement il y a un dispositif de surveillance, très souvent nous saisissons des armes individuelles ou des armes de guerre qui sont détenues par des personnes, et donc des enquêtes sont ouvertes pour connaître l'origine de ces armes. En ce qui concerne également la délivrance des permis de port et de détention d'armes, cette délivrance est encadrée, très encadrée. Et je dois vous dire d'ailleurs qu'on n'a pas connu, comme vous semblez le dire, une montée fulgurante de la délivrance des permis de port d'armes, puisque la moyenne se situe autour de 400 au cours de l'année écoulée, et pour la plupart des cas d'ailleurs, c'était des renouvellements de permis qui existaient déjà. Bien entendu, les députés vont plus loin que vous, les députés et sénateurs, parce que lorsque je suis passé à l'Assemblée nationale, ils m'ont dit que maintenant, il ne faut plus seulement exiger les règles que vous exigez actuellement pour la délivrance des permis de port d'armes, il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut même soumettre les demandeurs à un examen psychiatrique ou psychanalytique pour savoir si la personne est suffisamment équilibrée pour pouvoir détenir une arme. Vous savez pourquoi les députés l'ont demandé. Nous avons connu quand même des cas ici de pistoleros à la gâchette facile qui, pour un tout, pour un rien, étaient en train donc de tirer un peu partout comme si c'était au Far West. Alors il faut donc examiner, en tout cas mettre à l'étude cette proposition des parlementaires, car effectivement il faut éviter que des personnes déséquilibrées détiennent donc des armes à feu. Avant de passer d'ailleurs, concernant les violences, je voudrais dire que nous avons sur le terrain, au moment des opérations, constaté que souvent les intentions, je ne dis pas de tous les manifestants ou même de tous les organisateurs, mais de certains manifestants ou de certains organisateurs n'étaient pas toujours des plus nobles. Parce que lorsque on vient à des manifestations avec des explosifs ou avec des armes ou avec d'autres instruments permettant de créer la panique et la violence, c'est qu'on n'est pas animé des meilleures intentions. Vous voyez, ça, c'est des débris d'engins explosifs que nous avons retrouvés sur le terrain et qui n'appartiennent pas à la police. Ça a été jeté, ça, au meeting de Sacré-Cœur, qui était tenu par les libéraux et qui était donc présidé par le président Pape Diop, président du Sénat. Et vous avez vu ce que ça a créé comme panique et violence à l'occasion de ce rassemblement. Ce pistolet-là, il a été trouvé à la place de l'Obélisque. Il a été retrouvé à la place de l'Obélisque après la manifestation organisée par Y'en a marre au niveau de cette place de l'Obélisque. Et c'était un pistolet avec ses balles, calibre 22. Pardon? Mais certainement, c'est quelqu'un qui l'avait par devers lui et qu'il a laissé tomber, ou en tout cas c'est au niveau de la... C'est la manifestation qui était organisée avec le M23 au niveau donc de la place de l'Obélisque. C'était après le 27 janvier, après même le 31, c'est le 2 février. Oui. Alors,
Ça aussi, pardon? Si, ça a été photographié. Hein, oui, mais ça a été photographié sur place. Non seulement ça a été photographié, mais nous avons pris également un certain nombre de dispositions et de mesures pour mener justement une enquête et savoir exactement d'où ça vient. Ça aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire du bus de Dakar Demdik qui a reçu les cocktails Molotov et bombes fumigènes aux abords du stade. Ça aussi, peut-être même vous avez pu retrouver ça au niveau du bus. Et ça aussi, c'est à l'intérieur même du bus que donc on a retrouvé ces différents éléments concernant des engins qui ont été utilisés. Alors, c'est vous dire donc que, encore une fois, pendant ces manifestations, il y a des personnes qui ne sont pas toujours animées de bonnes intentions et qui viennent avec de ce type d'engin pour créer la violence, ou peut-être même, parce que lorsqu'on va jusqu'à amener à une manifestation un pistolet, c'est pas seulement pour créer la panique ou pour créer des dérapages légers. C'est peut-être même pour qu'il y ait des morts, comme beaucoup l'ont souhaité, et qu'on puisse après les imputer aux forces de l'ordre ou aux forces de sécurité. Alors c'est pourquoi, encore une fois, lorsque nous avons des informations qui ne sont pas du tout rassurantes, nous sommes obligés de prendre un certain nombre de mesures de prévention pour éviter que l'irréparable ne se produise. Nous sommes prêts également à mettre à la disposition des manifestants ou des manifestations organisées par ces candidats des forces de sécurité pour encadrer la manifestation et même pour être à l'intérieur des manifestations. Mais à la condition qu'on nous fasse confiance. Nous ne pouvons pas nous imposer et dire que nous allons par la force venir assurer votre sécurité, vous mettre des gardes rapprochés. Après on va nous dire oui, c'est pour nous assassiner ou pour nous empêcher de faire notre campagne, ou bien pour nous infiltrer et nous espionner, que vous voulez nous donner des forces de sécurité. Mais je réaffirme notre disponibilité à mettre à la disposition de tout candidat qui le souhaite, non seulement une garde rapprochée, mais également des forces de sécurité pour mieux encadrer toutes les manifestations. Cela dit, même si actuellement ce n'est pas le cas pour les candidats, nous veillons au grain. Lorsqu'il y a des manifestations, comme je dis, surtout des manifestations statiques, c'est-à-dire meetings ou rassemblements, les forces de sécurité sont là. Elles ne sont pas là pour, encore une fois, empêcher la tenue de la manifestation du candidat ou bien pour impressionner le candidat, mais c'est simplement pour parer à toute éventualité. S'il y a un dérapage ou s'il y a quelque violence, etc., nous sommes obligés d'intervenir, même si ce n'est pas des candidats. Lorsqu'il y a même, j'allais dire, un Tannebert quelque part, ou bien un match de football, vous le voyez toujours au niveau des matchs navétanes qui se tiennent, lorsqu'il y a des combats de lutte, les forces de sécurité sont là également et veillent, et lorsqu'il y a des dérapages, elles interviennent. Alors c'est notre mission permanente, donc que nous assurons. Non seulement le contexte dans lequel, parce qu'il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de gens qui parlent de choses qu'ils ignorent, notamment en ce qui concerne les régimes des lois, le régime des réunions, des manifestations et rassemblements publics. C'était important qu'on puisse donc vous donner toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin, d'une part, et d'autre part, c'était important également de vous indiquer les dispositions, les dispositifs que nous avons mis en place pour mieux assurer à la fois la sécurité des candidats, mais aussi assurer la sécurité des populations pendant cette période électorale. Et c'est ça que je vous ai expliqué. Ça n'a absolument rien à voir donc avec ce qui s'est passé à Nguénen. Pourquoi vous ne m'avez pas dit, par exemple, que bon, il y a eu
hier, le cortège de Moustapha Niasse qui a fait un accident, il y a eu des morts. Bon, c'est pourquoi vous tenez cette conférence de presse. Ça n'a absolument rien à voir. Encore une fois, c'est des choses qui peuvent arriver en période de campagne électorale. Nous souhaitons, encore une fois, comme on dit en Wolof, que mu yam fi